Donc, on comprend bien quel bénéfice pourrait attirer de la crise économique issue de la crise sanitaire. Mm. Mais qu'est-ce qu'il en est des risques quand même? Et en particulier, on ne voit pas bien quel bénéfice il pourrait tirer d'une crise financière, d'une crise monétaire. Oui, c'est tout le problème. En fait, le billet d'octobre, en fait, s'arrêter sur cette difficulté, en fait, dans le Le petit billet, le nationaliste. billet qu'on a publié sur le site du Petit Nationaliste. Tout à fait. Et qui s'intitulait donc les classes dominantes ont-elles encore une stratégie collective. C'est là-dessus que je butais, en fait. Je ne comprenais pas ce que faisaient ces gens-là, étant donné qu'ils risquaient de scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Donc encore une fois, l'économie depuis la crise de 2007-2008, l'économie mondiale et l'économie européenne en particulier, est particulièrement fragilisée. Le bilan des banques est catastrophique. Le taux d'endettement des banques privées est gigantesque pour la Deutsche Bank, qui est la plus grosse banque européenne, mais pour toutes les banques principales, pour toutes les banques françaises, toutes les banques italiennes, espagnoles, sont dans des très mauvaises positions. L'économie n'a jamais vraiment redémarré. Il n'y a jamais eu de rebond, alors qu'après une énorme crise économique déclenchée par la crise financière de 2007-2008, normalement, il y a un rebond. Il n'y a jamais eu de rebond véritable. Donc, la situation économique est très mauvaise. La zone euro est l'épicentre des difficultés économiques du monde occidental. Elle est très fragile pour des raisons institutionnelles, politiques et économiques. Parce que ça diverge, enfin, je veux dire, le fait d'avoir une monnaie unique accélère les divergences économiques des pays européens, et notamment par rapport à l'Allemagne et les pays qui gravitent autour, versus le reste des économies européennes dans l'euro, de la zone euro. Et ces divergences produisent des divergences d'intérêts, c'est bien évident, qui ne peuvent pas être compensées autrement que par une déflation générale qui impacte du coup l'ensemble de la zone. Donc ça, plus les problèmes de la zone euro où la monnaie est beaucoup trop est surévaluée pour la plupart des pays de la zone euro. Bon, sauf l'Allemagne. Donc on ne voit pas quel est l'intérêt de ces gens-là de risquer de faire s'écrouler l'euro, de déclencher une gigantesque crise financière européenne et mondiale qui risquerait donc de faire s'écraser les patrimoines financiers, justement. Donc on est dans un capitalisme néolibéral, donc financiarisé, en fait, hein, où l'essentiel du pouvoir et l'essentiel de ce qui se joue se passe sur les marchés financiers, non pas dans l'économie réelle. Même si l'économie réelle compte, bien sûr. En fait, ce sont surtout les secteurs des hautes technologies qui sont investis par les pays occidentaux et les marchés financiers. Donc, cette espèce de couple, et l'économie productive est laissée des biens, y compris sophistiqués, souvent au niveau de la production, c'est laissé à l'Asie et à la Chine en particulier. Bon. Donc, dans ce genre d'économie, c'est surtout les marchés financiers qui comptent. Donc, ils ne peuvent pas vouloir une crise financière, ça c'est certain. Alors, donc le problème qu'il fallait résoudre pour moi depuis octobre, c'était comment se fait-il qu'ils ne craignent pas une crise financière alors qu'ils sont en train de produire une crise économique. Et normalement, une crise économique sur une économie déjà très fragile va entraîner une crise financière. Bon, alors là, il y a pas mal de choses à comprendre. Je pense que c'est l'hypothèse principale, à vrai dire, qui sera développée pour qu'on puisse comprendre la séquence historique qu'on est en train de vivre. Parce que si on n'a pas cet élément, je pense qu'on n'est pas en état de comprendre ce qui doit être en train de se passer en ce moment. Il y a d'abord deux choses à savoir. Enfin, à rappeler que tout le monde sait, mais enfin, tout le monde sait, tous ceux qui s'intéressent un petit peu à l'économie savent quoi. Tout d'abord, je l'ai cité dans la question précédente, en fait, le fait qu'une psychologie sociale de rentier, c'est pas exactement enfin, c'est même pas du tout une psychologie et des intérêts matériels de producteurs. Hein. C'est pas la même dynamique. Si on se penche justement un petit peu sur l'histoire économique, notamment la plus connue, par exemple la crise de 29, les années 30, on s'aperçoit que, parce que dans les années 20 du XXe siècle, c'était une économie mondialisée, dérégulée, mais très dynamique.
et où les entrepreneurs, notamment de la deuxième révolution industrielle, donc des nouvelles industries basées non plus sur le charbon et la vapeur, mais basées sur la chimie, l'électricité, se développaient très rapidement. Ça crée pas mal de tensions. Et il y a eu la crise de 29 qui est venue mettre tout ça à terre. Les rentiers ont pris le pouvoir par rapport aux entrepreneurs des années 20. Et les rentiers de l'époque ont favorisé des politiques de bon père de famille, comme on dit, c'est-à-dire de déflation en réalité. C'est-à-dire on ne dépense pas ce qu'on n'a pas, donc des politiques anti-keynésiennes en fait. Bon, c'est justement l'époque de réveil de Keynes par rapport à ses positions libérales originelles. Bon, il n'est pas encore connu, mais de toute façon, s'il avait été connu, ces gens-là voulaient, donc les rentiers voulaient exactement le contraire de ce que voulait Keynes. D'ailleurs, il avait bien compris, il savait très bien que sa politique impactait négativement les rentiers et favorisait les entrepreneurs et les salariés. Mais les rentiers aussi comprenaient que leur intérêt, c'était non pas un rebond économique, mais une déflation bien contrôlée, parce que ça leur permettait de limiter l'inflation. Quel est l'ennemi du rentier? C'est l'inflation qui rogne la valeur de leur patrimoine. C'est parfaitement évident. Et le fait que le gouvernement mette tout l'argent public, et notamment des impôts, vers le remboursement de la dette, et non pas, dont ils détiennent des parts, et non pas dans des programmes de stimulation de l'économie ou de protection sociale pour les parties de la population qui ont été impactées par la crise et dont le rebond de l'économie dépend, puisque je veux dire, pour qu'une économie redémarre, il faut qu'il y ait une demande solvable qui soit de nouveau là, et donc les dépenses sociales se traduisent après en un rebond économique qui fait des rentrées d'impôts, qui fait qu'on a remboursé l'argent public investi dans les aides sociales ou dans les infrastructures publiques pour restimuler l'économie. Donc ça, c'est hors de question pour des rentiers. Ce sont des politiques qui vont diamétralement à l'encontre de leurs intérêts. Donc, il faut se rappeler ces exemples historiques pour comprendre que la déflation est l'état de l'économie qui correspond le plus aux intérêts, aux réflexes idéologiques, individuels et collectifs d'une classe de rentiers. Sinon, on ne comprend pas que ces gens-là ne fassent pas tout pour que l'économie soit le plus prospère, puisque c'est sur l'économie prospère qu'ils vont pouvoir faire des profits. Non, ce n'est pas dans ce sens-là que ça marche pour un rentier. Il faut même inverser ce type de raisonnement pour bien comprendre. Parce que, par exemple, les 30 Glorieuses, donc des 3 décennies d'après-guerre, d'expansion rapide, ça, c'est un souvenir cauchemardesque pour les rentiers. Puisque ça veut dire des taux de profit qui baissent parce que le plein emploi est assuré, les salaires augmentent, l'inflation suit l'expansion économique. Donc l'inflation rogne leur patrimoine. Les salaires augmentent parce que le marché de l'emploi est saturé. Enfin saturé en tout cas au plein emploi. La situation de plein emploi, il y a toujours un peu de chômage frictionnel, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc les salaires sont à la hausse et donc les taux de profit baissent. L'inflation rogne leur patrimoine, les investissements publics sont dédiés à l'expansion économique et non pas au remboursement de la dette. Bref, tous les signaux sont au rouge lors des grandes périodes d'expansion économique pour les rentiers. Donc il faut avoir ça en tête pour se dire mais comment ça se fait que des capitalistes ne parient pas sur l'expansion économique? Parce qu'il y a capitalistes et que les capitalistes entrepreneurs, oui, mais les capitalistes rentiers, non. Et là, nous sommes dans une phase du capitalisme qui est historiquement celle des rentiers. C'est-à-dire, rentier, c'est un mot un peu désuet qui appartient plutôt à la première moitié du XXe siècle, mais on va dire des financiers, des spéculateurs financiers, ou de ceux qui détiennent un patrimoine financier. Bon, bref. Donc, il y a ça à avoir en tête. Mais le deuxième critère à avoir en tête, ça tout le monde le sait en gros. Ce qu'on sait moins, c'est la nouvelle forme du capitalisme néolibéral depuis 2007-2008. Parce qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel, d'inédit et de structurel en 2007-2008. Qu'est-ce qui s'est passé?
c'était la crise du siècle, 2007-2008. Peut-être que là, ça va être encore battu par celle qui va venir, mais en tout cas, la seule crise qui se compare à celle de 2007-2008, c'est celle de 29, au XXe siècle. La grande crise 2007-2008, celle des subprimes, déclenchée par la crise des subprimes, elle a failli mettre tout à bas. Et donc là, dans ce cadre-là, cette fois-ci, les rentiers, les marchés financiers, ils perdent tout. Donc ça, c'est l'horreur. Et puis, c'est un chaos économique, social et politique majeur, puisque c'est vraiment tout qui s'écroule. Les banques s'écroulent, les patrimoines des individus également, la monnaie, tout s'écroule. Donc pour éviter ça, et en ayant l'expérience de la crise de 29, en tout cas, on en a tenu compte partiellement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'était américain au début de la crise des subprimes. Donc, qu'est-ce qu'a fait la Fed? La Fed, donc la Banque centrale américaine, a injecté de manière quasiment illimitée des liquidités sur le marché, et notamment en direction des banques, pour qu'elles ne s'écroulent pas. Et pas qu'en direction des banques américaines, en direction de toutes les banques en fait. Prioritairement les banques américaines bien sûr, mais de toutes les banques. On n'avait jamais vu ça, pour des quantités inimaginables. Des milliards et des milliards ont été injectés directement par la Banque centrale, qui a donc monétisé une partie de tous les avoirs pourris des banques afin qu'elles ne s'écroulent pas. Alors on se dit bon oui, c'est une mesure technique, voilà, temporaire. Alors on sait très bien en plus les scandales puisque on a sauvé les banques sans poser de conditions pour les réorganiser, pour séparer les banques d'affaires des banques de dépôt, etc. Tout ça, on n'a rien fait de sérieux. On a juste mis à la hausse un petit peu la régulation bancaire qui avait été descendue à des niveaux ridicules dans la phase d'euphorie qui avait précédé, où on pensait que les marchés financiers étaient devenus parfaitement efficients et parfaitement efficaces et allouaient de manière optimale les liquidités dans le monde entier. Bref, quand on rêvait en couleur, comme disent les Québécois. En attendant, la Banque centrale, elle avait un robinet à liquidités qui ne s'arrêtait plus. Et alors, ces liquidités auraient dû générer de l'inflation, hantise des financiers et des rentiers. Elle n'a pas généré d'inflation parce que d'abord l'économie était en très sale état, donc avant de générer de l'inflation alors qu'elle était en déflation, il y avait de la marge. Mais ce n'est pas tellement pour cette raison, c'est pour la raison que en fait, ces liquidités allaient vers les banques et non pas vers l'économie réelle. Elle allait également vers les dettes publiques, pour le rachat de la dette. Bon. Mais principalement dans les banques. Et les banques, qu'est-ce qu'elles en faisaient de ces crédits? Elles ne prêtaient pas à l'économie réelle, qui était en très mauvais état, alors qu'elles-mêmes avaient des très mauvais bilans. Donc, elles n'allaient pas continuer d'alourdir leur bilan. Ces liquidités surnuméraires, inflationnistes, par définition, normalement, quand il y a des si grosses quantités qui arrivent, alors que l'économie ne change pas, eh bien, sont allées sur les marchés financiers. Donc, l'inflation est passée inaperçue dans l'économie réelle, étant donné qu'elle est allée directement sur les marchés financiers, qui se sont remis à flamber. Les bulles se sont immédiatement remises à s'actionner, également dans l'immobilier. Donc immobilier, marché financier, se sont remis à flamber, alors même que l'économie réelle ne redémarrait pas, ou pas vraiment, ou mal. C'est moins vrai aux États-Unis. C'est tout à fait vrai pour l'Europe, et notamment la zone euro. Et en 2010-2011, quand c'est devenu la crise des dettes publiques dans la zone euro, particulièrement fragile à ce niveau-là, pour les raisons de la construction, des caractéristiques de la construction de la zone euro, la BCE a fait pareil sur la direction de Mario Draghi. Alors ça a été une rupture majeure par rapport à l'ordolibéralisme allemand qui contrôlait jusqu'alors toutes les règles et pratiques de la BCE. Là, le virage, pareil, a été à 180 degrés. Par le biais de Mario Draghi, qui dirigeait à cette époque-là la BCE, il s'est mis à faire comme la Fed, à savoir injecter des liquidités sans limite. Sans limite, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. En gros, ça voulait dire on fera tout ce qui est nécessaire pour sauver les banques. Et donc, du coup, ça a calmé la spéculation financière qui commençait à miser sur l'écroulement de l'euro, et ça a arrêté net le processus d'emballement. Mais ça l'a arrêté net tout en continuant de faire du quantitative easing, c'est-à-dire de la création monétaire en réalité, de la planche à billets en gros, de la part de la BCE, qui allait dans les banques, qui elle-même consolidait les dettes publiques. Donc c'est une espèce de création monétaire qui monétise un petit peu les dettes publiques les plus fragilisées,
et qui va sur les marchés financiers et qui crée des bulles sur les marchés financiers sans que ça se rejaillisse sur l'économie réelle, sauf sur l'immobilier. Ce qui crée d'ailleurs un autre problème. Bon, donc il y a une bulle immobilière, une bulle des marchés financiers, un sauvetage des dettes publiques, mais l'économie réelle reste dans un état déflationniste structurel ou de quasi-déflation. Bon, voilà. Alors, la conséquence majeure de cette nouveauté de 2007-2008, j'étais un peu trop long là-dessus, mais c'est pour qu'on comprenne bien la spécificité de l'économie, des économies occidentales depuis 2007-2008. Du fait que les banques centrales se sont piégées dans ce rôle de robinet illimité qui va sur les banques, les dettes publiques et les marchés financiers, eh bien, on a réussi quelque chose d'inédit, c'est de découpler structurellement les marchés financiers de l'économie réelle. Et c'est ce qui explique par exemple une bizarrerie normalement inexplicable. Là, depuis 2020, depuis la crise du coronavirus, on voit que l'économie s'écroule de manière historique, des moins 7, 8, 9, 10% de croissance, et que les marchés financiers sont en expansion, et même en forte expansion. Comment expliquer une telle situation? Normalement, ça ne peut pas arriver. Eh bien, ça arrive si on a réussi à découpler les marchés financiers de l'économie réelle. Ce découplage a été réalisé grâce aux banques centrales qui injectent, donc qui monétisent tous les problèmes bancaires et de dette publique. Donc, et qui vont après, toutes ces liquidités se dirigent vers les marchés financiers. Donc c'est ce qui explique ce découplage partiel, mais significatif. Et alors, dans notre raisonnement là, de différentes hypothèses de l'exploitation de la crise des confinements, ça explique que ces gens-là puissent se dire « mais on va aggraver la crise, d'accord ». Alors, on a vu que ça pouvait intéresser pas mal de rentiers, pas mal de fonds, la crise de l'économie, mais pas la crise bancaire et la crise financière, ça ne les intéresse pas du tout. Mais ils ne le craignent pas parce qu'ils ont compris qu'ils ont piégé les banques centrales, elles n'ont pas le marché arrière, les banques centrales. Si jamais elles décident de fermer le robinet, par exemple, si les Allemands s'énervent, c'est ce qu'ils ont essayé d'ailleurs, leur cour constitutionnelle et la Bundesbank est devenue quasi folle avec cette politique de quantitative easing, de planche à billets de la BCE. Ça allait à l'exact contraire de leur idéologie. Les Allemands sont horrifiés par cette politique bancaire. Simplement, ils savent, et Merkel d'ailleurs a reculé là-dessus, y compris la Cour constitutionnelle et la Bundesbank, en fait, ils savent que si ce robinet se coupe, c'est l'ensemble qui s'écroule. L'économie allemande avec, les banques, les marchés financiers, tout s'écroule si ce robinet se met à être fermé. Les marchés financiers le savent, et ils savent qu'ils tiennent donc tout le monde dans le creux de leurs mains, et que leurs intérêts deviennent les intérêts de toute la société, par le biais du piège des banques centrales qui ne peuvent plus reculer quant à leur politique de quantitative easing. Donc, sachant cela, évidemment, tout le monde n'est pas au courant de cette situation, et donc ce genre de pari sur des crises économiques qui semblent a priori totalement insensées et totalement irrationnelles, y compris pour les classes dominantes, où on a l'impression qu'elles scient la branche sur laquelle elles sont assises, se met à devenir rationnel et compréhensible à partir du moment où on a cette donnée en tête. Attention, moi je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, c'est-à-dire je ne dis pas qu'ils vont éviter une crise monétaire, bancaire et financière grâce au miracle de la planche à billets des banques centrales américaines et européennes. Ce n'est pas dit qu'ils gagnent leur pari. Ce n'est pas dit que la crise économique à venir ne va pas leur revenir en boomerang par un canal ou un autre et défaire ces équilibres partiels et quand même précaires sur lequel tout ça repose, alors même que les fondamentaux sont tous au rouge. Au niveau économique, le taux d'endettement privé est catastrophique, la qualité des bilans bancaires est catastrophique, le niveau des dettes donc privées et publiques est historique, le niveau des bulles financières et immobilières est également historique. Enfin, tous les signaux sont au rouge. D'ailleurs, ça fait des années qu'on prédit une crise majeure, une réplique de 2007-2008 qui risque d'être pire. Sauf que ça n'arrive pas. Et si ça n'arrive pas, c'est en lien avec cette histoire de robinet quasiment illimité des banques centrales, le nouveau rôle qui leur est dévolu. Mais enfin, je ne parierai pas, moi, très cher en réalité là-dessus. Mais par contre, ce qu'on doit se dire, c'est non pas que ça va marcher, mais que ces gens-là
peuvent faire ce raisonnement. Ils peuvent faire ce raisonnement, ils peuvent faire ce pari. C'est ce qu'il faut avoir en tête pour se dire que l'effet d'aubaine du coronavirus se place également dans la crise économique et la crise des dettes publiques qui va avec. Que ça fait partie d'un raisonnement où tout s'imbrique pour être intéressant pour une partie des classes dominantes. Alors d'accord, on a bien compris, on voit bien quel bénéfice une partie importante des classes dominantes pourrait tirer d'une crise économique, donc de la situation qui découlera de la crise sanitaire. Pour autant, est-ce qu'on peut imaginer que les classes dirigeantes, les dirigeants des gouvernements d'un grand nombre de pays occidentaux, oseraient se lancer dans une aventure comme celle-là? Est-ce que politiquement, ce n'est pas extrêmement risqué pour elles? Est-ce que, voilà, ça paraît, ça paraît peu vraisemblable, en tout cas a priori. Un peu énorme, et puis contraire à tout principe, quoi, hein. Alors c'est vrai, alors bon, d'une part, je rappelle que tout ça, c'est un jeu d'hypothèses, hein. Je ne suis pas dans les petits papiers du pouvoir, c'est le moins qu'on puisse dire. Je n'ai aucune information de première main. Mais d'abord, je rappelle que sans ce type d'hypothèse, le comportement de nos classes dirigeantes paraît incompréhensible. À moins de croire qu'ils aiment foutre le bordel pour foutre le bordel, on ne comprend pas toute une série de choses. Je pense que d'ailleurs, il faudra développer dans une autre vidéo ou dans un texte, à part quels sont tous les paradoxes qu'on n'arrive pas à expliquer si on ne part pas d'une hypothèse, soit celle-là, soit similaire, mais en tout cas crédible sur pourquoi des dirigeants feraient de tels choix, quoi. Bon. Mais ce sont des hypothèses qui ne sont pas non plus complètement abracadabrantesques, comme disait Chirac. Pourquoi ? D'abord, il faut rappeler quand même que le personnel politique, gouvernemental, les assistants, la haute fonction publique, depuis quelques décennies, ne se distinguent pas par leur sens de l'État, leur sens de l'intérêt général et leur sens de l'intérêt public. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que depuis donc 3 ou 4 décennies, c'est à front renversé que jouent les élites publiques. Le principal souci des dirigeants de l'État néolibéral, du fake state, comme dit Farah, ou de l'État zombie, comme j'avais dit dans un texte il y a 1 an à peu près, qu'est-ce que c'est ? C'est de diminuer la sphère d'intervention de l'État, de dissoudre la souveraineté au niveau institutionnel, politique, mais également au niveau économique et matériel. Donc de dilapider le patrimoine public, de déconstruire les services publics, de déconstruire la sécurité sociale. Ça fait beaucoup quand même. Or ce sont des choses qu'on a vues incessamment, systématiquement. Tous les grands dirigeants publics, les dirigeants des banques centrales, les dirigeants des ministères des Finances et du Budget, les directions du Trésor, les ministres eux-mêmes, les chefs de gouvernement, le président de la République, puisque dans notre régime, c'est le président de la République qui dirige en réalité la politique. Tous ces gens-là, systématiquement, de gauche et de droite, font des choix qui sont diamétralement opposés au sens de l'État, à l'intérêt général, à l'intérêt public. Bon, ça, c'est le cadre général. Mais en particulier, il y a également l'aspect de la corruption. C'est pas le tous pourris à partir du moment où les gens arrivent au pouvoir, ils sont pourris, l'attrait du pouvoir, etc., qui serait une espèce de fatum, de destin grec. C'est pas vrai, parce que dans d'autres époques, dans des configurations, je veux dire, comparables, c'est-à-dire en régime capitaliste, les décennies qui avaient précédé le néolibéralisme, on avait constaté, alors il y avait des gens qui étaient corrompus, bien sûr, il y en a dans tous les régimes, dans toutes les époques, mais ce n'était pas la règle. On constatait au contraire qu'au sommet de l'État, dans la haute fonction publique
Et y compris dans les membres du gouvernement, il y avait des gens qui avaient le sens de l'État, le sens de l'intérêt général, le sens de l'intérêt public, et qui n'auraient jamais fait la moitié de tout ce que je viens de décrire, ni même le dixième. Donc on a changé d'époque, on a changé d'esprit général, d'air du temps, mais on a changé également de structure de carrière, de formation. L'ENA n'est plus que l'inverse de ce qu'il a été. Les carrières des hauts fonctionnaires ressemblent plus à des... Tu sais, par le pantouflage, le rétro-pantouflage, etc. Ce sont des gens qui, en fait, font de l'argent non pas tellement par leur salaire dans le public, mais par leur salaire dans le privé qu'ils ont pu avoir grâce, pas que les salaires, des fois des actions, qu'ils ont pu avoir grâce à leur passage dans le public. Et des fois, ils y retournent pour pouvoir avantager encore les intérêts des grandes multinationales ou des grandes entreprises où les décisions publiques vont les avantager, etc. etc. Bon, donc, c'est dans cet esprit-là qu'il faut avoir en tête pour imaginer les stratégies des dirigeants publics actuels, parce que les stratégies des dirigeants publics actuels ne sont pas publiques, ce sont pas des stratégies publiques, à proprement parler, c'est-à-dire au niveau de l'esprit public, de l'esprit du sens de l'État ou de l'intérêt public. Ce sont des stratégies qui sont en réalité d'ordre privé. En gros... favoriser. Alors pour rationaliser tout ça, bien sûr, il se raconte et il nous raconte que l'intérêt privé, c'est l'intérêt général. En gros, c'est le raisonnement de la General Motors. Ce qui est bon pour la General Motors, c'est bon pour les États-Unis. C'est ce qu'il disait dans les années 60. Bon, ça ne s'est pas vérifié par la suite, mais de manière générale, ils peuvent dire que favoriser les intérêts privés, en réalité, c'est favoriser l'efficacité générale de la société et donc favoriser également l'intérêt public. Bon, avec ce genre de raisonnement à deux balles, ils peuvent justifier comme ça des comportements particulièrement qui sont au bord ou qui franchissent la ligne de la corruption ou tout simplement qui avantagent les intérêts privés au détriment des intérêts publics. Bon, mais quand on lit, par exemple, l'ouvrage de Laurent Izard, La France vendue à la découpe, je vous conseille de lire ce livre, de l'acheter, de le lire, et de voir ses conférences disponibles sur le net, qui expliquent à quel point sont cédées les plus grosses entreprises, y compris stratégiques d'un point de vue économique et d'un point de vue militaire, et d'un point de vue de la souveraineté économique, sont vendues toutes les plus grosses entreprises à des intérêts privés, à des fonds spéculatifs privés, les territoires, le patrimoine public, la privatisation des grandes entreprises qui bénéficient aux mêmes, la dette publique qui va de plus en plus à des intérêts privés, bientôt majoritairement si ce n'est pas déjà le cas, et tout ça avec des dirigeants publics qui ne cessent de faire l'aller-retour avec les intérêts qui vont en profiter. Bon, quand on a connaissance de ça, on se dit que non, cette série d'hypothèses, elle est incertaine, mais elle est possible. Et elle est même crédible. Leurs intérêts ressemblent plutôt à ce qu'on vient de décrire que l'inverse. Et moi, la seule chose qui me retenait d'avoir une telle hypothèse, c'était la possibilité, l'occurrence d'une grosse crise économique qui fasse s'écrouler les intérêts de tous ces gens-là, à savoir une crise financière. Donc, à partir du moment où on comprend que cette hypothèse peut être levée, ou du moins qu'ils peuvent le penser, on comprend que cette hypothèse, en fait, est crédible. Donc, voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, si cette hypothèse est la bonne, c'est très inquiétant. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est très inquiétant pour le pays et pour l'ensemble des citoyens. Est-ce que pour autant, il y a quelque espoir dans ce tableau très, très noir de voir cette dynamique infernale prendre fin ou s'inverser?
Bon, il n'y aurait pas d'espoir. De toute façon, je ne serais pas en train de faire une vidéo, toi non plus. On se consacrerait à nos petits hobbies en attendant la fin le crash du système, quoi. Non, moi, je suis pessimiste à court terme et toujours optimiste sur le long terme, parce que pour différentes raisons. D'abord parce qu'il y a plein de choses à faire, et d'autre part pour éviter ce scénario à la grecque, et pour éviter aussi la destruction des processus démocratiques qu'on constate depuis 30 ans, la perte de la souveraineté, c'est-à-dire la perte du caractère politique de nos sociétés, c'est-à-dire le fait de pouvoir contrôler nos institutions, tout simplement, et les grandes orientations et notre destin collectif. Je suis optimiste en fait là-dessus, parce que je pense que les sociétés modernes ne peuvent pas fonctionner en dehors elles peuvent fonctionner de manière bancale, comme ce qu'on constate, et en crise permanente depuis quelques décennies, mais c'est pas durable en fait. Donc à un moment donné, je pense qu'on se réveillera, en particulier en France, puisqu'on n'est pas habitué à se laisser tondre la laine sur le dos comme ça pendant des siècles et des siècles. Depuis la Révolution française, on a montré, et toutes les révolutions qui ont suivi, et sans compter toutes les grandes réactions collectives dont on a pu faire preuve, et dont les Gilets jaunes encore sont une preuve récente, qu'on n'a pas perdu ce sens collectif de la réaction. Pas au sens politique, mais la réaction collective, en fait, le réagir collectivement. Je reste optimiste. Mais plus concrètement, il n'en reste pas moins que si ces hypothèses sont les bonnes, le danger est très réel et très massif. En gros, ça serait la concaténation de tous les dangers structurels qui se sont accumulés depuis 3 ou 4 décennies, plus ce pari de la crise des classes dominantes grâce au confinement et à la crise du coronavirus qui va s'en suivre, et de l'explosion de la dette publique et de l'exploitation qui va en être faite, et donc de la fin de la destruction des services publics et de la sécurité sociale, des retraites, qui sont donc dans le collimateur. D'ailleurs, ce ne sont pas des hypothèses en partie. Je veux dire, déjà, le gouvernement a dit que la priorité des priorités, c'était les retraites. On est déjà en dehors des hypothèses. Ça se dessine de manière très concrète quand même. Pareil pour la dette publique. Les institutions européennes ont commencé à dire, attention, ces dettes-là, c'est pas de la monétisation. Concrètement, c'est de la monétisation, mais en fait, ça reste de la dette. C'est-à-dire que si la BCE dit qu'elle n'a pas fait que augmenter son bilan, parce que quand elle rachète toutes ces dettes, toutes ces créances pourries, en fait, ça augmente son bilan. Mais si c'est juste augmenter son bilan, ça va, parce qu'elle peut augmenter une banque, ça ne meurt pas. Donc, elle peut augmenter son bilan pourri des dettes publiques et des banques privées ad vitam aeternam si ça lui chante. Mais si elle exige le remboursement à un moment donné, ça c'est une autre paire de manches. Oui, même si la dette est irremboursable, en réalité. En réalité, elle est à des niveaux irremboursables. D'ailleurs, autant en termes publics qu'en termes privés. Donc ça sent l'annulation de dette ou la monétisation pure et simple. Mais en réalité, ce n'est pas dans leur intérêt. Donc évidemment qu'ils vont... C'est pas ce qui s'est passé en Grèce. Une fois de plus, c'est pas ce qui s'est passé en Grèce. Donc ils vont instrumentaliser cette dette. Pas au point, je parle là cette fois-ci pour les dettes privées et les banques, pas au point de faire s'écrouler l'économie, pas au point non plus de faire s'écrouler les gouvernements publics, mais au point où ils vont pouvoir exiger des gouvernements publics, au prétexte de cette dette, dont on pourrait se dégager très facilement, entre parenthèses. Mais bon, ça c'est un autre problème, certainement pas dans l'euro et certainement pas dans l'Union européenne. Mais voilà. Cette dette, donc, va être forcément utilisée pour finir de détruire les services publics et la sécurité sociale. Ça, c'est évident que c'est comme ça que ça va se passer. Mais il n'y a pas que ça qui nous attend au coin du nez, c'est-à-dire c'est l'énorme crise économique qui s'en vient. Donc avec l'explosion du chômage de masse, qui est déjà très significatif, mais également l'explosion de la pauvreté, c'est déjà le cas. On a déjà eu 1 million de pauvres, si je ne dis pas de bêtises, en plus. Mais là, ça va exploser. Avec justement des aides sociales, un hôpital public, des structures publiques qu'on va diminuer radicalement. Donc ce scénario est noir, et ça c'est sûr, on peut pas dire l'inverse.
Donc c'est pas la peine, je veux dire, de faire l'autruche, en fait, de se mettre la tête dans le trou pour ne pas voir ce qui est probable à court terme. À court terme, on ne peut pas dire autre chose que c'est catastrophique. Ce qui nous attend est catastrophique. En termes institutionnels, en termes économiques, en termes sociaux, en termes politiques, c'est catastrophique. Et on s'aperçoit également, cette fois-ci définitivement, on le savait déjà, mais je veux dire que les gens qui nous dirigent et que la configuration institutionnelle qui bloque nos politiques publiques dans le néolibéralisme, quoi qu'il arrive, est une chose catastrophique et révoltante. C'est vrai que ces gens-là nous trahissent en permanence, piétinent l'intérêt public, l'intérêt général, le sens de l'État. L'État, je ne le fétichise pas, mais je connais son importance en réalité pour maîtriser notre destin collectif et mettre en avant l'intérêt public. On ne peut pas mettre en avant l'intérêt public, maîtriser notre destin collectif si on n'a pas un État qui est souverain et qui arbitre, y compris face aux plus grands intérêts extérieurs et intérieurs, les luttes sociales et les combats politiques. Donc à court terme, c'est catastrophique. À moyen terme, donc notre priorité, c'est évidemment de s'organiser au niveau national, construire des rapports de force, donc construire un parti politique de gouvernement qui puisse renverser cette table. Désormais, on voit bien que ce blocage et cette orientation et ces dirigeants-là et cette élite-là nous dirigent vers le gouffre et qu'il est plus que temps de réagir, qu'il faut renverser cette table, remplacer par des choses connues, balisées et si possible plus démocratiques que ce qu'on a connu, mais à savoir la maîtrise par les structures publiques des grandes orientations économiques. À partir du moment où les gens, une société est décidée de le faire, ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible. Évidemment, c'est d'une grande difficulté concrète, mais je veux dire, c'est tout à fait obtenable. Ce n'est pas un doux rêve ou une utopie irréalisable, ce sont des choses tout à fait obtenables. Simplement, là, ça urge. Désormais, la situation est d'une telle gravité, l'histoire s'accélère à un point tel, franchement depuis 2016-2017, même depuis 2007-2008, mais là, ça ne cesse de s'accélérer. Et là, cette crise du coronavirus, exploitée jusqu'à la corde pour pouvoir produire des effets qui intéressent l'agenda néolibéral de toutes nos belles élites, ça s'accélère à un tel point qu'il faut que nous aussi, un petit peu, on passe un petit peu la seconde quand même. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, là, on n'a toujours pas de parti politique national, de gouvernement décidé à renverser cette table, c'est-à-dire décidé à sortir de l'Union européenne et de l'euro pour reconstruire des processus démocratiques dignes de ce nom et inverser les politiques économiques pour faire strictement l'inverse de l'agenda néolibéral. C'est bien évident qu'on a besoin de ça. Sans ça, on continuera à assister à toutes ces catastrophes comme si on était à Roland-Garros, dans le public, sans pouvoir rien faire, quoi. Regarder les balles, voilà, la crise, le coronavirus. Et se les prendre dans la tronche éventuellement. Se les prendre dans la tronche, tout à fait, oui. Donc il faut qu'on se réveille à ce niveau-là, ça c'est certain. Donc voilà. C'est une chose très simple que j'ai à dire là-dessus. Ok, merci Gilles. Je rappelle que tu es l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La reconquête démocratique face à des pouvoirs illégitimes. Et un ouvrage pas encore édité. Hein. Un ouvrage pas encore édité, très récemment terminé. Et on te retrouve de toute façon dans tes billets sur le site du Petit Nationiste et peut-être aussi dans des vidéos à venir sur ce même sujet ou sur d'autres.